Bonjour, et aujourd'hui critique jeu de rôle avec une sortie toute récente, tiens pour une fois, à savoir la seconde édition française de Barbarians of Lemuria. C'est tout neuf et c'est ma foi très bon. Donc ça ne m'arrive pas tous les jours, mais là j'ai succombé à la hype rôlistique, celle du forum Casus No du moins. Ces derniers mois, et vraiment les tout derniers, le bouquin dans le cadre d'un financement participatif vite livré est paru en décembre 2016. Cette nouvelle édition française du jeu de rôle de Simon Washburn, Barbarians of Lemuria, dite Mythic, comme la réédition anglaise sur laquelle elle se base, a beaucoup fait parler, et systématiquement en bien, voire très bien, voire plus encore. Je suis passé à côté de la chose pendant un moment, mais c'était peine perdue. À terme, l'enthousiasme unanime, à une exception près, pour le jeu ne me permettait pas de lui échapper. Curieux puis séduit, je me suis procuré la chose et n'ai finalement guère tardé à la lire, contrairement à mes habitudes. D'autant que je l'ai lu très vite. J'entends par là qu'une fois entamé, je n'ai plus lâché le bouquin. Et ça, c'est pas tous les jours en jeu de rôle. Je n'avais qu'une vague idée à la base du contenu, même si le thème ne faisait guère de doute. Barbarians of Lemuria, c'est forcément un jeu de sorcellerie, hein. Eh bien oui, le jeu convoque aussitôt toute une imagerie héritée de Conan ou du cycle des épées, entre autres, avec éventuellement aussi de la terre mourante, avec moins d'humour, et bien d'autres choses tout aussi colorées. Et parfois un peu effrayantes. La première version de Barbarians of Lemuria s'inspirait en effet du Tongor de Lynn Carter, le genre de bouquin que je n'ai a priori pas du tout envie de lire. Le bonhomme, a semble-t-il, était un éditeur très important dans le domaine de la fantasy, mais en tant qu'écrivain, pour ce que j'en ai tâté, une chance que Simon Washburn n'ait pas pu en récupérer les droits alors, et il a dû livrer son propre univers du coup. Pas forcément grand chose d'original dans tout ça, et c'est peu dire, mais ce n'est sans doute pas le propos. Les codes sont partie intégrante du projet après tout. Quoi qu'il en soit, ce background participe en fait de la singularité de Barbarians of Lemuria en tant que jeu complet, plutôt que système générique destiné à jouer Sword and Sorcery, ou plus exactement, disons que l'on peut envisager ensemble ses usages alternatifs. Le genre Sword and Sorcery est par ailleurs plus que correctement disséqué dans le livre en quelques pages, simples mais pertinentes, avec quelques retours ultérieurs en temps utile, détaillant pour ceux qui ne sauraient pas trop dans quoi ils s'engagent ou rappelant sans les saouler au vieux briscard ce qui fait l'essence du genre. Des personnages rugueux et d'une moralité douteuse, engagés non dans quelque affrontement eschatologique mais dans la seule survie au quotidien, déjà assez compliqué comme cela dans un monde violent, des héros picaresques par ailleurs, qui changent de profession comme de chemise, et qui luttent, mais par la force des choses, contre quantité de monstres improbables, avec ici une prédilection pour les dinosaures, et à peine moins d'odieux sorciers que leur connaissance des arcanes a irrémédiablement corrompu. Si quelques développements complémentaires, sur la place des femmes par exemple, sont peut-être à débattre, ça demeure globalement du bon boulot. Une précision quand même à cet égard, si le jeu a donc une orientation Sword and Sorcery marquée, il laisse la porte ouverte à quelques variantes un peu plus personnelles, peut-être, mais à la discrétion du MJ et de ses joueurs. Par exemple, il autorise, même si avec des précautions, les joueurs à incarner des personnages non humains, mais dans la plupart des cas ça ne me paraît pas une très bonne idée. Et même à incarner des sorciers, le cas échéant, alors qu'ils sont typiquement cantonnés au seul registre antagoniste dans les classiques du genre. Mais les PJ désireux de se livrer à des rites impies devront bel et bien faire face à la corruption qui va avec ce statut. Alors vous me direz, un jeu de Sword and Sorcery de plus? Eh bien oui, mais qui a sa valeur propre. Il est vrai que j'avais déjà des choses du genre chez moi, à lire, la version des vins de Conan, ou déjà lu, La Lune et 12 Lotus par exemple. Mais Barbarians of Lemuria me paraissait, au vu des retours, constituer précisément l'entre-deux que je recherchais, l'équilibrage entre patine Sword and Sorcery travaillée et mécanique simple. J'avais vraiment beaucoup aimé à la lecture La Lune et 12 Lotus, et je vous le recommande toujours, ça je ne reviens pas dessus. Mais je me suis rendu compte que moi, à titre personnel, je ne savais pas vraiment comment m'y prendre avec, et avec qui y jouer le cas échéant. Rien n'est exclu pour la suite, mais donc ça m'autorisait à fouiner ailleurs au cas où. D'autant que le Conan des vins, à l'autre bout du spectre, en termes de mécanique, prenait la poussière dans ma ludothèque, mais justement parce que je n'avais guère de doute quant au fait que je ne pourrais probablement jamais jouer sur cette base OGL 3.5. J'avais déjà donné à la lecture de Pathfinder. Un boulot fascinant, oui,
Incontestablement bien fait, mais beaucoup trop simulationniste pour ma pomme, je ne peux tout bonnement pas gérer tous ces paramètres, je ne suis pas câblé pour. Ce que je cherchais, je crois, c'était un système simple, mais pas simpliste, avec une fiche de perso tenant quelques items, mais, et c'est un mais crucial, suffisante pour exprimer néanmoins une personnalité véritablement singulière. Et des règles adaptées, rapidement intégrées, et privilégiant la souplesse, mais, même chose pour ce nouveau mais, sans verser pour autant dans l'arbitraire ou le laconisme. Et j'ai peut-être bien trouvé ça. Mais là, il me faut commencer par parler de la forme. Ce nouveau Barbarians of Lemuria bénéficiait de louanges unanimes quant à la qualité du produit livré, et rapidement livré, d'autant plus si ça se trouve. On vantait notamment les illustrations d'Emmanuel Roudier, connu notamment pour Wyrm, que j'aime et n'ai toujours pas lu, honte sur moi, qui s'est chargé de mettre en image l'intégralité du bouquin, et en abondance, même si sans excès. Pile poil ce qu'il faut, là encore. Si je n'irai pas jusqu'à partager l'orgasme de certains commentateurs enthousiastes, je ne peux que reconnaître, et m'en féliciter, que c'est effectivement un très très bon boulot. En fait, je pourrais reprendre cette réponse pour l'appréciation globale du jeu en définitive. Mais pour l'heure, restons-en à l'objet livre. Côté illustration et mise en page, tant qu'on y est, il est beau, de part en part, lumineux et aéré, et sait user au mieux de son format A4 noir et blanc pour incarner son propos avec pertinence, sagesse et qualité. La finition est remarquable bien au-delà. Nous avons là un jeu visiblement bien écrit, assurément bien traduit, éventuellement corrigé, ai-je cru comprendre, ou du moins réagencé pour une lecture plus fluide, bien relu et corrigé, et d'une lecture plus qu'agréable. Un texte qui n'en dit à peu près jamais trop, mais toujours assez, et qui sait habilement concilier mécanique et illustration de cette mécanique pour exprimer au mieux la substantifique moelle du genre Sword and Sorcery, puisque tel est son propos. Fluff ou crunch, comme disent les barbares, enfin d'autres barbares, c'est peu ou prou parfait. Pourquoi m'étendre ainsi sur la question avant même d'aborder le fond du bouquin ? Eh bien parce que c'est un boulot irréprochable et d'une finition admirable donc. Et peut-être d'autant plus dans la mesure où Ludosphérique, qui publie le jeu, n'est à la base pas un éditeur, mais un site de vente en ligne. Sauf erreur, cette édition messique de Barbarians of Lemuria, dont une première édition française avait été publiée au Livre de l'Ours en 2009, est le premier ouvrage publié par Ludosphérique. Et c'est une réussite sur toute la ligne. Un livre bien écrit, traduit et relu, d'une lecture agréable et accrocheuse, enthousiasmante à chaque page car elle déborde toute d'idées et de concepts pertinents. Un livre aussi très joliment illustré donc, d'une manière un peu plus cohérente. Un livre enfin maniable et pratique, même sur une base maudite de A4, avec une couverture softcover mais amplement assez rigide pour protéger les pages intérieures, quant à elle d'un papier de qualité, sans pour autant ruiner les bras du lecteur guère porté sur la musculation, moi par exemple. Bien des éditeurs qui s'affichent comme tels pourraient en prendre des leçons qui mettent sur le marché et à quel prix tant de livres traduits avec les pieds, jamais relus, bourrés de pain et j'en passe. Suivez mon regard, ou plutôt mes regards, parce qu'ils sont légion, hélas. Chapeau donc, et longue vie à Ludosphérique éditeur. Bien du bonheur pour la suite. Mais j'en arrive enfin à la mécanique. La création des personnages doit probablement être envisagée en même temps que le système de base. Plus encore que d'habitude si ça se trouve, et je vais donc me livrer à quelques allers-retours dans les pages techniques du livre. Il est très bien ordonné, ce n'est certainement pas l'anneau unique, dans sa première édition du moins. Mais pour présenter la chose, je préfère ici faire à ma manière. D'ailleurs, rendons-nous d'emblée à la dernière page. Un coup d'œil à la fiche de perso nous permet en effet déjà de prendre la mesure de la simplicité de la mécanique, qui n'est pas révolutionnaire à proprement parler, mais propose des solutions bienvenues pour concilier tradition avec des guillemets et davantage de modernité avec des guillemets, là encore, je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles un petit peu par rapport à ça. Bon, tentons de disséquer la chose. Nous avons tout d'abord 4 attributs, qui sont de manière assez classique la vigueur, l'agilité, l'esprit et l'aura. Les noms sont suffisamment éloquents. Mais ces attributs servent pour les actions hors combat. Quand il s'agit de se latter la gueule, on se reporte en fait à 4 aptitudes de combat, indépendantes des attributs, et qui sont l'initiative, la mêlée, le tir et la défense. Ces 8 caractéristiques chiffrées ont comme de juste un niveau variable, mais généralement compris entre 0 et 3. 0 étant le score de l'humain lambda. Des scores supérieurs peuvent être envisagés, mais ils sont l'apanage des plus grands héros ou antagonistes.
Concrètement, lors de la création de personnages, le joueur répartit 4 points dans les attributs et 4 points dans les aptitudes de combat sur une base de 0. Le joueur peut choisir de diminuer une de ses caractéristiques à -1 pour en augmenter une autre d'1 point supplémentaire, mais ce n'est pas sans danger. Il faut maintenant envisager les carrières, qui sont probablement un des plus grands atouts de la mécanique de Barbarians of Lemuria, sans doute même le plus grand, à mes yeux de béotien du moins. C'est une solution que j'aurais envie de dire élégante, oui, même pour un jeu barbare, pourquoi pas, qui permet tout à la fois de dépasser un système rigide à base de classes et d'éviter les fastidieuses et souvent redondantes listes de compétences, mais, toujours ce mais crucial, tout en laissant envisager sur la fiche même, dans sa technique, l'évolution complexe d'une personnalité, le passif du personnage, bien plus probablement que dans nombre de systèmes à base de traits, disons, sans même parler des mécaniques s'affichant minimalistes à cet égard, etc. J'avoue bien aimer quand il y a quand même un peu de chair et d'âme sur la fiche. Du coup, ça me paraît un très bon compromis. Un personnage au départ choisit donc 4 carrières, dans une liste de 26, avec des sous-catégories éventuelles, et investit 4 points dedans, ce qui détermine leur rang, sachant qu'il y aura probablement des carrières à 0 du coup, mais peu importe, même à 0, le personnage a quand même la dite carrière, elle fait partie de sa personnalité, et pourra, même à ce rang le plus bas, lui bénéficier en certaines occasions. Prenons à tout hasard... Allez, ok, Conan. Il a beaucoup bourlingué. Au fil de sa tumultueuse carrière, il a à peu près tout fait. Ou disons plus exactement qu'il a pu exercer plusieurs professions dont il a retiré un bagage global qui lui est propre et se distingue et le distingue en tant que tel du bagage de tout autre personnage. Du coup, on va investir des points dans 4 carrières. Donc, par exemple, barbare, ok, mercenaire, voleur et, allez, pirate. Concrètement, ces expériences diverses sont chiffrées. Elles ont un rang, mettant en avant les apprentissages parallèles du héros. Notre Conan avait sans doute un bon score en barbare à ses débuts, mais depuis, ses autres carrières ont pu évoluer davantage. Toutefois, si Amra le Lion a certes été pirate, notre héros a globalement davantage été voleur et mercenaire. Disons pour un personnage avancé, je distribue ici 9 points contre 4 à la création de personnage normal. C'est un exemple un peu outré pour rendre le système plus parlant, et rien d'autre. Disons donc barbare 3, mercenaire 3, voleur 2, pirate 1. Ces carrières lui offriront des bonus dans les actions qui peuvent s'y rapporter, ou parfois seront même nécessaires pour les autoriser, sans forcément qu'un jet de dés s'impose. Mais il n'y a pas de liste de quelque ordre que ce soit. C'est le bon sens qui tranche. Par exemple, Conan, désireux de cambrioler la tour de l'éléphant, pourra bénéficier de sa carrière de voleur pour avoir un bonus à la discrétion, ou manier son grappin pour escalader la tour. Peu après, contraint de fuir, des zélotes furieux aux fesses, il gagne précipitamment le port, ses carrières peuvent d'ailleurs l'y aider, notre homme est pour le moins physique, et saute dans une embarcation. Sa carrière de pirate, même limitée, lui permettra de manœuvrer le frêle esquif, bien mieux que quiconque n'ait jamais monté à bord d'un bateau. Peut-être même lui permettra-t-elle de s'orienter aux étoiles. Ceci dit, il n'est pas aussi bon pirate que voleur. Sa compétence en la matière est donc moindre que dans sa tentative de cambriolage de la tour. Quelques épisodes plus tard, Conan, ayant finalement rejoint une troupe de mercenaires, saura user de son bagage afférent, conséquent, et obtenir ainsi un statut de vétéran, à même de donner les ordres pertinents pour que la racaille établisse le camp, pour disposer des sentinelles, etc. J'aime beaucoup, vraiment. Simple, pertinent, efficace. Pas de liste, du bon sens et de la souplesse. Notez que la phase de définition des carrières est clairement essentielle dans la création de personnages. Il faut en fait commencer par en avoir au moins une vague idée, sans distribuer encore les chiffres, et ce avant de déterminer tout le reste, globalement plus fluff. Alors en dehors des attributs et aptitudes au combat bien sûr, mais ils sont intimement liés aux carrières envisagées. L'origine culturelle, ainsi, a certes son importance, mais pas vraiment en termes techniques, sauf pour la détermination des avantages et désavantages, j'y arrive. Notez à ce propos que les origines prévues normalement sont humaines. Il est possible, le cas échéant, de jouer des non-humains, comme les géants appelés céruléens ou les hommes-oiseaux ou que sais-je, mais c'est au choix du MJ et, si je salue cette ouverture, je doute d'en faire usage moi-même. À plein de niveaux, je trouve que ça ne colle pas.
Un dernier élément doit alors être pris en compte dans la création du personnage, qui est les langues parlées et ou lues par le héros, mais là encore il n'y a pas de dimension proprement technique. Mais c'est bien la conjonction de tout cela, là encore avec les carrières au premier chef, qui constitue le background du personnage. Dans Barbarians of Lemuria, un PJ a forcément un passé et des expériences diverses, et cela apparaît bien sur sa fiche, ce que je souhaite de manière générale. Or, reste un dernier point technique de la création de personnages qui concerne les avantages et désavantages. Ceci, de manière générale, consiste pour l'essentiel à attribuer des dés de bonus ou de malus lors des actions. Mais ils ont aussi régulièrement d'autres implications, jamais cependant au point de verser dans l'excès de précision justifiant toujours plus de règles spécifiques. Un avantage ou un désavantage se résume en 2 ou 3 lignes, c'est amplement suffisant. À la création de personnages, le PJ naissant bénéficie d'un avantage gratuit, qu'il choisit dans une liste dépendant de son origine culturelle. Oui, il n'y a pas de race ici avec du plus 2 en force et moins 4 en intelligence, etc. Par exemple, un natif des montagnes de l'Axos, bien barbare comme il faut, peut choisir parmi colosses, cris de guerre, montagnards, wifin, etc. Il peut ensuite prendre un désavantage dans la même liste. Pour notre exemple, cela peut être par exemple illettré, inadapté à la chaleur, méfiance envers la sorcellerie, etc. Qui l'autorisera à prendre un avantage supplémentaire, cette fois dans la liste générale, pas uniquement dans celle de son origine culturelle. Et l'opération pourra être répétée encore une fois, en choisissant dans la liste générale, cette fois tant pour le désavantage que pour l'avantage. Éventuellement, on peut jouer sur les niveaux de points d'héroïsme, j'y viens, un peu de patience, à cet effet. On en arrive au jet de base. Le principe est le suivant, hors combat. Premièrement, on jette 2d6. Deuxièmement, on y ajoute l'attribut approprié. Par exemple, si je veux convaincre une foule de faire quelque chose, je vais employer mon aura. Elle est de 2, je rajoute donc 2 au résultat des 2d6. Troisièmement, on y ajoute ensuite, le cas échéant, une carrière appropriée. Pour poursuivre dans cet exemple, mon personnage dispose de la carrière de marchand au rang 3. Il est habitué à baratiner et à vendre des biens comme des idées. Je rajoute donc encore 3 au résultat du jet. Notez qu'une autre carrière pourrait être utilisée pour un effet comparable, comme ménestrel, noble ou courtisane, ou d'autres encore, en fonction du contexte et de la manière dont s'y prend le joueur. Enfin, quatrièmement, à la discrétion du MJ, des modificateurs de circonstances pourront être appliqués à l'action. Le héros veut calmer une foule avinée, c'est plus difficile, et donc moins 1. Au contraire, il jouit d'une certaine réputation dans ce quartier, et est plusieurs fois venu en aide à ses habitants qui lui en sont reconnaissants, c'est plus facile, et donc plus 2. Et hop, on additionne. Sur cette base, il s'agit d'obtenir 9 ou plus. Et c'est toujours 9 ou plus, le seuil ne varie pas. Si on y parvient, c'est une réussite, sinon c'est un échec. Hop, vous dis-je. Cas particulier, mais tout à fait classique, un 12 naturel est toujours un succès, un 2 naturel est toujours un échec. En usant des points d'héroïsme, dans une inspiration pulp et ou épique, on peut obtenir des succès dits héroïques, voire légendaires, qui procurent des avantages marqués. On peut aussi choisir de convertir un 2 naturel en échec critique, et d'en subir les conséquences, pire encore que pour un échec simple, mais dans l'idée d'en retirer un avantage plus tard, sous la forme d'un point d'héroïsme gratos. C'est aussi là que peuvent intervenir les avantages et les désavantages. Si on a un dé de bonus, avantage, on jette 3d6 au lieu de 2d6 et on conserve les 2 meilleurs résultats. Si on a un dé de malus, désavantage, on jette là encore 3d6, mais on conserve cette fois bien sûr les 2 dés les plus mauvais. Rien de plus simple. Et en combat, c'est dans les grandes lignes la même chose, avec des petites variantes, mais rien de bien compliqué. On détermine une fois pour tout le combat en cours l'initiative. 2d6, plus esprit, plus initiative, plus modificateur de circonstances éventuelles. Globalement, les PJ sont un peu favorisés par rapport aux antagonistes, et ce sont des héros. Quand vient son tour d'agir? Premièrement, on jette toujours 2d6, sauf bonus ou malus, voire plus haut. Deuxièmement, on y ajoute en principe l'agilité, mais le MJ peut décider que la vigueur est plus appropriée en fonction de l'attaque envisagée. Par exemple, si Conan balance un coup de poing à un chameau de passage. Troisièmement, on y ajoute ensuite l'aptitude de combat adaptée, soit mêlée ou tir. Quatrièmement, on enlève la défense de la cible. Cinquièmement, et le MJ ajoute ou soustrait des modificateurs de circonstances s'il le souhaite. 9 ou plus,
c'est un succès, etc. On constate que cette fois les carrières ne sont pas de la partie. Ce qui m'étonne un peu à vrai dire, même si bien sûr, usant déjà d'un attribut et d'une aptitude de combat dans le jet, et non d'un attribut seul, on ne pourrait pas conserver le seuil de 9 en prenant en outre en considération une carrière. Mais bon, le combat peut impliquer d'autres règles, de rares coups spéciaux notamment, mais rien d'étouffant. Notons seulement que les dégâts, suite aux attaques réussies, se répercutent sur une jauge de vitalité, dont le score est de 10 plus vigueur. À la lecture de Barbarians of Lemuria, cette jauge semble bouger très vite, mais dans un sens comme dans l'autre. La récupération après chaque combat est déjà conséquente, ce qui contribue à conférer une certaine dimension pulp au jeu. On ne meurt par ailleurs pas à 0, inconscience, mais à moins 5. On est mourant de moins 1 à moins 4 et on perd alors un point de vitalité par round jusqu'à stabilisation ou mort. Mais c'est là, entre autres, qu'interviennent les points d'héroïsme. Les PJ disposent donc d'une jauge de points d'héroïsme en évolution constante. Les PNJ n'en ont normalement pas, mais les plus puissants d'entre eux, les rivaux, ont une jauge de points de vilainie aux effets comparables. En principe, au départ, les joueurs ont 5 de ces points, éventuellement moins en raison de traficotage dans les avantages et désavantages. Ce score ne peut pas être dépassé, sauf si l'on gagne un point temporaire en assumant un échec critique. On enlève un point à chaque utilisation, bien sûr, mais on les récupère tous en fin d'aventure. Ne pas hésiter donc à en faire usage. Ils ne s'accumulent pas et on les récupère rapidement. Or, c'est un bon moyen de colorer l'aventure, ou de résoudre une situation de manière inattendue. Par exemple, on peut dépenser un point d'héroïsme pour invoquer un coup de chance. Le joueur suggère un détail non mentionné dans la description du MJ, mais raisonnable, et qui peut influer positivement sur le cours des événements. Exemple donné dans le bouquin, tiens, cette pierre du mur de ma cellule semble pouvoir être retirée. L'enlever ne me permettra pas de fuir, il n'y a pas de tunnel derrière. Mais quand le geôlier se ramènera, ça pourra faire office d'arme. On n'est pas à proprement parler dans de la narration partagée, le MJ est seul juge. Mais si le joueur joue véritablement la suggestion, et une suggestion qui ne chamboule pas tout au mépris du bon sens, il y a tout lieu de lui accorder ce qu'il souhaite si c'est intéressant. Négocier avec le MJ est une autre option dans ce goût-là, mais plus englobante. À vrai dire, c'est la catégorie et tout le reste, en tant que tel non défini. Attention à ce que la chicane ne tourne pas à l'anti-jeu, j'imagine. On peut aussi utiliser les points d'héroïsme pour en rajouter dans la dimension héroïque du jeu. C'est ainsi que le joueur peut avoir des succès héroïques, voire des succès légendaires en cours de baston, laquelle y gagne là aussi en couleur car cela débloque des potentialités particulières et des sens épiques. 4 options, enfin, moins enthousiasmantes sans doute, mais concrètement très utiles, constituent des protections contre un destin funeste. La faveur divine est du côté de l'action, qui permet de retenter un jet de dés raté, mais on trouve surtout 3 utilisations défensives, juste une égratignure, paradine extremis et défier la mort. L'édition Mythic, côté règles, se distinguait notamment de la précédente en proposant des règles de combat de masse, reprises dans cette deuxième édition française. C'est un peu étonnant, dans un contexte de Sword and Sorcery, où ce n'est peut-être pas un thème très fréquent. Cela dit, Conan à lui seul suffit déjà à faire mentir cette impression, c'est vrai. 2 cas sont à distinguer selon que l'affrontement a lieu sur terre ou sur mer. Dans le premier cas, le système proposé s'insinue assez naturellement dans la mécanique générale de Barbarians of Lemuria, ou plus exactement, et c'est en fait ça l'essentiel, dans son esprit. On n'est donc pas noyé sous la technique. Il s'agit simplement de mettre en place un système souple, permettant d'assurer le caractère aléatoire des affrontements de masse, mais en prenant en compte des paramètres utiles pour éviter tout sentiment d'arbitraire. Dans ce contexte, les PJ sont amenés à influer sur le cours de la bataille en se livrant à telle ou telle action individuelle, héroïque comme de juste. Pourquoi pas dès lors? Par contre, le système de combat naval me paraît carrément hors sujet. Plus évocateur d'un jeu de plateau, voire d'un wargame, que d'un jeu de rôle tel que Barbarians of Lemuria, privilégiant la souplesse et l'ambiance au travers d'une mécanique simple et incitant à la narration, il me paraît bien trop compliqué en l'espèce. Distance, manœuvre, effectif, etc. En plus, c'est pas vraiment enthousiasmant. J'imagine qu'en bossant la chose, ça pourrait donner un truc amusant, exceptionnellement. Mais c'est bien du boulot pour un résultat rien moins que garanti. En fait, adapter les règles du combat terrestre, si l'on y tient, est sans doute faisable, et globalement plus pertinent, si moins précis. En fait, de 2 cas, il y en a 3, puisque les combats aériens sont vaguement envisagés, en raison des nefs volantes de Satarla. Mais c'est un cas bien particulier, et finalement on n'en retire pas grand-chose ici. En matière de cas particuliers,
mais d'un usage autrement probable, il faut mentionner les diverses facultés surnaturelles des habitants de la Lémurie. On pourrait dire la magie, globalement. Pas tout à fait pourtant, notamment en ce que le premier cas concerne les alchimistes. Leurs décoctions et poisons, ou les objets qu'ils fabriquent, éventuellement des armes, etc., ne sont pas forcément magiques à proprement parler. Mais faut voir dans un monde pareil. Et faut peut-être surtout voir comment le barbare d'à côté le percevra. Pour élaborer tout cela, les alchimistes disposent de points de création, qui ne figurent pas sur la fiche de personnage. Je suppose que c'est parce qu'ils ne sont pas utilisés en cours de partie, mais entre les aventures. Avec du temps et de la ressource, l'alchimiste use de ces points pour créer des potions, etc., dont plusieurs exemples sont donnés, mais il ne faut pas y voir une liste restrictive. Le système de magie de Barbarians of Lemuria, de manière générale, est assez freeform, si on dit bien comme ça. Concernant les alchimistes, en tout cas, il me paraît simple et pertinent. Les réalisations les plus miraculeuses demandent beaucoup de temps et d'application, mais pas au point d'être parfaitement inenvisageables. C'est bien quand les règles sont utiles. Mais cette approche est peut-être davantage sensible concernant les prêtres et les druides. Et attention, ces derniers ici ne sont pas de pénibles hippies give peace a chance en communion avec la nature, mais des gros connards priant les dieux sombres pour en obtenir des avantages diaboliques. Prêtres et druides, cependant, ont un fonctionnement assez similaire. À partir du rang 1, ils doivent se choisir une divinité tutélaire. Il y en a une liste détaillée dans la partie background. Et participer à son culte. Vraiment, pas juste en récitant activement Enter Sandman avant d'aller se coucher. Ces dévotions leur confèrent des points de foi, un par heure passée à se livrer exclusivement au culte, niveau maximum le rang du PJ dans la carrière adéquate, dont ils pourront ensuite faire bon ou mauvais usage, en cramant les 10 points qu'ils ne regagneront qu'en priant à nouveau, etc. La suite des opérations est très libre. La dépense d'un point de foi permet d'obtenir un bref avantage ou désavantage en rapport avec la sphère de pouvoir de la divinité tutélaire. Ce qui a l'air assez amusant en fait. C'est là encore un appel tout à fait bienvenu à l'inventivité du joueur, qui l'implique davantage dans la narration. Ça me paraît bien vu et enthousiasmant. Reste le cas des sorciers. Cas problématique en Sword and Sorcery, on le sait. Mais les PJ peuvent donc incarner des sorciers. Par contre, la magie est donc fondamentalement corruptrice. En fait, elle l'est tellement que je doute qu'un PJ puisse avancer bien loin dans la carrière, tant les contraintes sont énormes. Les sorts les plus puissants, deuxième ou a fortiori troisième cercle, risquent donc de lui demeurer inaccessibles, d'autant plus que les conditions pour les jeter sont assez restrictives. Ne serait-ce qu'en termes de temps, souvent, alors si on y ajoute des complications morales, la question ne se pose évidemment pas de la même manière concernant les PNJ. Mais peut-être notre hypothétique PJ sorcier peut-il néanmoins faire mumuse avec des sorts du premier cercle, voire de simples charmes, autrement accessibles et qui peuvent s'avérer intéressants avec un peu de créativité. Là encore, si des exemples et des procédures sont donnés, la forme est passablement libre. À travailler un peu plus que les autres formes de magie peut-être ? C'est plus complexe, oui, mais ça peut être amusant. Un ultime point de règle, l'expérience. On pouvait s'en douter, enfin je crois. On ne convertit pas ici les gobos en XP, on ne se livre pas à des comptes d'apothicaire en fonction du body count, il n'y a pas de complexe tableau d'évolution des niveaux à la donge. Ouf. Il y a un principe de base, tout PJ, quel qu'il soit, gagne normalement 2 points d'expérience à la fin de l'aventure. Mais il y a ensuite une petite règle amusante. On part de la distribution des trésors. Conseil au MJ, ne surtout pas lésiner sur les richesses découvertes par les PJ dans tel temple oublié au fond de la jungle perdue. Mais sans excès de précision, hein. L'équipement envisagé dans la création de personnages n'implique pas de long développement et on ne s'embarrasse certainement pas de choses aussi superflues que l'encombrement ou la valeur monétaire exacte des biens. Une fois de plus, Barbarians of Lemuria fait appel au bon sens de tout un chacun et c'est pas plus mal. Mais ce sont donc des héros de Sword and Sorcery. Ils ne sont pas à même de conserver ces fortunes. Dans un grand potlatch d'ivrogne, ils se doivent de tout dépenser entre 2 aventures. Certaines de ces dépenses peuvent être rationnelles, achat d'une arme, d'une galère ou pourquoi pas d'une demeure, règlement d'une dette, etc. Et elles sont parfois nécessaires. Mais ce ne sont pas les plus typiques du registre et certainement pas les plus amusantes. La débauche est autrement indiquée. Oui, et même surtout quand le richissime aventurier d'hier redevient ainsi le pouilleux sans le sou et avec un mal de crâne carabiné qu'il était avant-hier. On ne capitalise pas en Sword and Sorcery.
Rien n'est plus éloigné du puritain façon Max Weber. C'est un point assez bien vu qui m'a rappelé, en matière holistique, les principes de Dying Earth en mode Kugel, tout à fait à propos. Mais ça ne s'arrête pas là. Les joueurs doivent alors raconter ce qu'ils ont fait de cette fortune, comment ils l'ont employée, où elle a disparu. Plus l'histoire est amusante, et à propos bien sûr, et mieux c'est. Une bonne histoire dans cette optique sera récompensée par un point d'expérience supplémentaire. Pas rien, donc on passe de 2 à 3, c'est... ouais. J'aime bien, sur le papier en tout cas. Après, faut voir si ça tient sur la durée. Et sans susciter de jalousie, ça, il faut avoir confiance aux joueurs, quoi. Ensuite, on peut bien sûr dépenser ces points de plusieurs manières. Acquérir un avantage, supprimer un désavantage, améliorer un attribut, une aptitude de combat ou une carrière. Enfin, recruter des suivants. Cette dernière option ne me botte pas du tout. Tout cela implique sa narration et sa logique, eu égard aux événements vécus. Et là, oui, on peut capitaliser ces points pour une dépense plus conséquente ultérieure. Normal. On en vient au background. Simon Washburn s'était donc débarrassé du monde de Tongor, et il lui a fallu créer son monde. En même temps, il se devait sans doute d'obéir à une palanquée de codes propres au genre, le genre de choses que l'on s'attend à y retrouver, ou même, à vrai dire, que l'on souhaite y retrouver. Et donc, la Lémurie, avec une jolie carte. Son nom archaïque ne doit pas nous tromper, il s'agit en fait d'un monde futuriste, avec une dimension post-apocalyptique, mais à la manière de La Terre Mourante de Jack Vance. Autant dire que nous sommes si loin dans le futur que toute référence à notre monde n'a en fait pas lieu d'être dans cet autre monde, par ailleurs magique. La carte est jolie donc, et contient tout ce qu'il faut. Montagnes colossales, jungles impénétrables, ruines maudites ici, là et encore là, et sans parler ailleurs, des centres urbains avec leurs guildes de voleurs et d'assassins, voire de magiciens, et là c'est suspect, et des plaines, des déserts et autres étendues fondamentalement barbares entre tout ça. La carte, par ailleurs, n'est pas entièrement explicitée par le texte de background, très succinct de toute façon. Nombre d'éléments qui y figurent ne sont pas le moins du monde décrit, et certaines régions ont clairement pour fonction de constituer autant de blancs métaphoriques sur la carte. Amplement de quoi faire pour nos héros, sans doute amenés à voyager plus que de raison. Les barbares, après tout, quittent leur région barbare pour ne plus y revenir, et c'est un bon moteur de l'histoire. L'histoire ou l'histoire avec un grand H, on en sait somme toute assez peu, passer la dimension futuriste, avancer plus haut. Mais c'est un monde de magie et un monde où les dieux sont très concrets. L'escalier pour rejoindre les cieux figure sur la carte, après tout. Le livre nous fournit un panthéon assez étendu où les 20 dieux, positifs, enfin autant que faire se peut, côtoient des dieux sombres, ma foi plus explicites quant à leur rôle dans tout ça. Mais son trait essentiel à cette histoire renvoie donc comme de juste à la sorcellerie. La Lémurie a longtemps gémi sous la botte implacable des rois sorciers, présentés comme pas vraiment humains. Je ne sais pas s'ils ont toujours constitué une race à part ou ont ainsi évolué en raison de leur corruption. Bon. Face à eux, des héros se sont levés, comme toujours. Avec l'aide des dieux et un bon score en mêlée et une arme appropriée, ils ont défait les rois sorciers. Plusieurs fois en fait. Les bougs ont une fâcheuse tendance à revenir. Mais à l'heure actuelle, cela fait quelque temps qu'on ne les a pas vus. Parler d'une ère de paix et de prospérité dans le cadre cruel de la Lémurie serait sans doute bien abusif, ceci dit. Et, quoi qu'il en soit des rois sorciers, dont on ne croit sans doute guère qu'ils aient été définitivement bannis, les dangers abondent dans ce monde rugueux et violent. Autant de bonnes raisons pour nos héros de se tirer les doigts du cul et d'aller chasser le dino pour dénicher dans quelques cités perdues envahies par une végétation luxuriante et d'autant plus suspecte quelques trésors fabuleux à boire sitôt rentrés dans ce que l'on nomme ici civilisation. Rien que de très commun donc. Les nefs volantes de Satarla ne suffisent sans doute pas à pousser des cris de joie devant tant d'inventivité, le bestiaire pas davantage, même si l'on croise ça et là d'amusantes bestioles. Bon, l'important c'est que ça fait le job. J'aurais préféré davantage de matériel ici, mais bon, ça c'est moi, hein. Allez, au boulot MJ, il y a de quoi faire, et de quoi, ensuite, faire mieux. Je veux le croire, en tout cas. En parlant de bestioles, jetant un œil au bestiaire, relativement conséquent. Et laissons l'œil jeté s'y attarder d'ailleurs, parce que Emmanuel Rouillet ici s'est lâché. La plupart des bébêtes sont représentées, et de manière éloquente. Or, dans pareil cas, une image en dit souvent bien plus, et bien plus vite et explicitement qu'un long discours. On commence par les animaux, pour lesquels la taille est un élément assez important, size matters, décidant de bien des caractéristiques. On y trouve un peu de tout,
Le jeu semble prendre bien soin de s'éloigner autant que possible de tout référent directement terrestre, mais pour l'essentiel, il joue de chimères aisées à se figurer. La dimension reptilienne est assez prononcée, façon de dinosaure, mais les hybridations, naturelles, vraiment, sont quand même le trait dominant. Deux annexes du bestiaire envisagent des antagonistes un peu différents, à savoir les morts-vivants et les démons. Concernant les premiers, rien de bien particulier à dire, c'est expédié sans vraie personnalité. Les démons sont plus intéressants, mais aussi plus complexes. Leur hiérarchie, leur fourberie essentielle peuvent sans doute, avec un peu d'application, aboutir à des choses assez amusantes. D'ailleurs, un des scénarios en fin de volume montre très bien ce que l'on peut construire de tout à fait intéressant sur cette base. Il faut enfin envisager les PNJ humains, ou peu s'en faut, et c'est en fait ici qu'apparaissent les règles essentielles sur les PNJ, qui s'appliquent aussi aux animaux morts-vivants et démons envisagés juste avant, à savoir leur classement en trois catégories, par ordre de puissance croissant, la piétaille, les coriaces et enfin les rivaux. Or, les différences entre ces catégories sont très très sensibles. Les caractéristiques ici fournies à titre d'exemple en témoignent, ça saute à la gueule. Disons-le, la piétaille, qui ne représente à peu près aucun danger, à moins d'être une véritable horde, n'est là que pour se faire massacrer par paquet de 2d6. Cela contribue dans la violence et la tripaille à la dimension héroïque du jeu, héroïque dans une perspective Sword and Sorcery s'entend. Les coriaces, le sergent pas complètement abruti par exemple, peuvent apporter un peu plus de challenge mais sont globalement gérables. Quand on en arrive à la catégorie des rivaux, ça se complique, et éventuellement de manière très très radicale. Au mieux dotés de caractéristiques comparables à celles des PJ, ils sont construits sur les mêmes bases et disposent de points de vilainie symétriques aux points d'héroïsme des aventuriers. Au pire, bien plus puissants, ils sont typiques de ces salopards increvables qui ont une fâcheuse tendance à revenir quand on espérait naïvement s'en être débarrassé une bonne fois pour toutes. C'est même la raison d'être d'une utilisation essentielle des points de vilainie. Pratique pour les sagas. Classiquement, le bouquin donne ensuite des conseils de création de scénarios et donc de sagas, c'est-à-dire de scénarios reliés entre eux. Le genre Sword and Sorcery est le plus souvent associé à des nouvelles et on peut donc s'attendre à des scénarios globalement indépendants. Mais il doit bien être possible, le cas échéant, de lier un peu plus tout ça. La meilleure option étant sans doute pour ce faire de compter avec les backgrounds des PJ et l'inventivité des joueurs. Sur ce terrain-là, je devrais donc pouvoir m'en accommoder, moi qui suis quand même plus chronique ou campagne que one-shot dans l'ensemble. Notons qu'avant les tables récapitulatives et la fiche de perso, le livre sous le titre Krongar et le générateur de saga produit une série de tables permettant, le cas échéant, de créer une histoire sur le pouce à partir de quelques tirages. Je suis toujours un peu sceptique et en même temps curieux. Ouais, ça se tente. Ou peut-être de dégager, justement, un liant potentiel tout à fait bienvenu. À parcourir, en tout cas, c'est assez drôle pour le coup. Le risque étant peut-être que le scénario ainsi produit soit trop second degré pour qu'on le prenne vraiment au sérieux. Le livre est parcouru d'idées d'aventure, parfois formalisées en un paragraphe ou deux, mais il se conclut sur 5 scénarios complets. 2 sont tirés de la version originale, Krongar et les plaines de la mort, et Krongar et les voleurs de Malakut. L'idée étant que le nom de Krongar soit remplacé par celui d'un PJ. Ces scénarios sont, à en croire l'équipe derrière l'édition française, les meilleurs des 5 initialement proposés. Mais la dite équipe a donc fourni 3 scénarios de remplacement un peu plus amples, et sans doute bien plus intéressants que les 2 d'origine, pour parvenir à ce même chiffre de 5 scénarios. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, parce que j'aimerais bien les jouer en fait, ou quelques-uns du moins. Quelques mots rapides. Je fais largement l'impasse sur Krongar et les plaines de la mort. Très sommaire, même si j'ai lu et hélas joué bien pire. C'est vraiment du test de la mécanique et je ne suis pas preneur, pour des raisons exposées il y a peu dans un tout autre registre, quand j'avais causé de Sombre numéro 2. Krongar et les voleurs de Malakut, où tout est dans le titre, est à son tour très convenu, mais l'ambiance me parle tout de même davantage. De quoi peut-être faire un interlude correct en milieu urbain. Les 3 scénarios français sont quand même bien meilleurs dans l'ensemble. Les larmes de jouvence est ainsi faussement simple, dans la mesure où sous l'éventuel cliché se dissimule en fait quelque chose d'un peu plus subtil, à base de dilemme moral intéressant. Exploration et action n'en sont pas moins au rendez-vous, mais le cocktail n'en est que plus savoureux.
Mais c'est probablement la fin justifie les moyens qui me parle le plus. Pardon, la fin justifie les moyens. Enfin, ouais, avec un titre comme ça marche pas en fait. Bon, tant pis. C'est ce scénario qui me parle le plus, d'autant que c'est probablement le scénario le plus ample du bouquin. Bon, même s'il demeure assez bref de manière générale, une session peut suffire. Et qui sait, susciter une assez belle ambiance et mitonner quelques surprises en fait. À la lecture, c'est par ailleurs assez amusant, même si je suppose qu'il faut le maîtriser sérieusement, ou disons au premier degré, pour qu'il fonctionne vraiment. Il s'agit après tout au moins en partie de remuer et effrayer les PJ, en théorie. On en rigolera éventuellement le moment venu, mais c'est-à-dire après. Et oui, c'est bien le scénario qui me tente le plus. Le dernier scénario français, l'île de Medinga, est un bon cran en dessous et davantage dans la lignée des deux Grongar. Pulpissime, il empile cliché sur cliché, délibérément, mais pour un résultat qui, à vue de nez, me laisse un peu sceptique. Too much, disons. Il y a sans doute de quoi en faire quelque chose, mais j'ai du mal à concevoir qu'il puisse susciter des souvenirs impérissables en l'état du moins. Bilan globalement correct pour ces scénarios, même si les larmes de jouvence dépassent tous les autres d'une bonne tête, à l'exception de La fin justifie les moyens, qui dépasse celle qui reste de deux bonnes têtes, tranchées comme de juste. Mais le bilan global, vous vous en doutez, très bon. Sachant raison conservée, je ne vais pas hurler au chef-d'œuvre en abandonnant mon caleçon devant tant de génie. L'enthousiasme Cassius Noyen en fait un peu trop à mon sens. Oui, je sais, c'est moi qui dis ça, moi qui suis d'un enthousiasme tellement envahissant pour plein de bouquins. Néanmoins, je le remercie et ô combien le dit enthousiasme, parce qu'il m'a permis de découvrir un très bon jeu, vraiment bien fait, et constituant pour le coup pleinement ce que je cherchais depuis quelque temps avec moult hésitation. Un bon jeu de fantaisie, qui est aussi un bon compromis, mais au sens le plus positif de ce terme, souvent tristement connoté, un système simple mais pas simpliste, des personnages qui ont d'emblée de la chair et de l'âme sans se noyer sous les caracs, un gars guerre original mais qui a le mérite d'être là et dont je suis persuadé qu'on peut en tirer quelque chose de très intéressant, des scénarios plus que corrects pour découvrir la bête, et j'y reviens en dernier ressort, oui, oui, décidément, un très beau produit, superbement réalisé, tout à fait à la hauteur du convenu. Alors autant dire que, par Carconde, j'ai une putain d'envie d'y jouer. Oh oui.